Pendant 10 ans, il a animé la dernière grande émission de débat de la télévision française, Ce soir ou jamais. Frédéric Tadei est l'un des grands intervieweurs de notre époque qui cherche à comprendre son temps. Journaliste inclassable, il vient de lancer une collection de Birthday Books chez Grasset. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Frédéric. Ça va ? Ça va ? Bon, c'est sympa de nous donner rendez-vous ici à Paris, le 18e arrondissement, la paroisse Saint-Denis-la-Chapelle. Pourquoi cet endroit ? Il se trouve que c'est l'église où j'ai été baptisé. J'y étais jamais revenu. Et c'est aussi l'église où Jeanne d'Arc est venue prier quand elle avait 17 ans, avant d'attaquer Paris. Moment historique, on le sait Voilà. peu. La prière n'a pas marché puisqu'elle n'a pas réussi à s'emparer de Paris. En tout cas, elle est venue. Mais elle est venue et à l'époque, ça n'était pas dans Paris, vous voyez. À côté, ici, il y a la basilique Sainte-Jeanne d'Arc qu'on a construite bien longtemps après. Mais c'est là, dans cette petite chapelle du XIIe siècle qui est derrière, qu'elle est venue prier et que j'ai été baptisé il y a de ça un certain nombre d'années. C'est pas mal d'avoir été baptisé là où est passée Jeanne d'Arc. C'est ce que ma mère m'avait toujours dit. Ça vous fait quoi de revenir ici ? Ça m'amuse. J'ai pas de nostalgie, moi. Surtout pas du moment où on m'a tenu sur les fonds baptismaux, vous voyez. Vous avez jamais de nostalgie ? Jamais, aucune. Ça C'est- n'existe pas. Parce que ? C'est comme ça. Si vous avez de la nostalgie, je ne sais pas si ça vous empêche de vivre, mais on est tout le temps tenté de revenir sur son propre passé. Là, je vais le faire, mais vraiment, c'est pour vous. D'ailleurs, vous allez nous emmener sur un endroit important de votre passé. Vous Ben, il y en a allez plein. nous emmener où ? Même plusieurs. Plusieurs, il y en a plusieurs importants. Pas loin d'ici, il y a l'endroit où j'ai marché pour la première fois. Ça, je sais parce que j'ai une photo et je ne l'ai pas sur moi. Et puis l'autre, c'est là où je suis né. Vous savez que je ne suis jamais retourné là où je suis né. Voilà, ça va Donc être je le voyage. sais où je suis né théoriquement, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas. Bon, on va vivre une expérience. Montez dans la voiture. C'est des expériences de retour en arrière. Pour celui qui n'aime pas les nostalgies. Nous voilà partis, Frédéric, sur votre lieu de naissance. Je vais vous poser la question que je pose à chacun des passagers de cette voiture. À quel âge êtes-vous né, Frédéric ? C'est une question intéressante que moi je traduirais par à quel âge est-ce qu'on devient ce que l'on est. Exactement ça. C'est un peu le point de départ des Birthday Books. Il y a 15 volumes, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 50 ans. Et en fait, on découvre que à quel âge les gens connus, dans tous les domaines, à toutes les époques, se sont au fond réalisés. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on devient ce que l'on est tout de suite. Regardez Paul Gauguin, par exemple, il se met à peindre des Gauguins, je veux dire les tableaux qu'on aime, à 40 ans. Avant ça, c'est un trader qui peint des petits tableaux impressionnistes, sans grand intérêt. À 40 ans, il va trouver son style, il va devenir Gauguin. On pourrait dire que Clint Eastwood, par exemple, il est devenu lui-même à 37 ans. Avant ça, c'est un acteur de séries western sans grand intérêt. C'est Charles Péguy qui disait « on devient ce que l'on est à 40 ans ». Mais en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui deviennent eux-mêmes très jeunes et d'autres beaucoup plus âgés. Alors pour vous répondre, moi, je crois que je suis devenu moi-même à 38 ans. À 38 ans, j'animais et je réalisais Paris Dernière, qui était une émission culte, qui est sans doute la première émission en tout cas qui me ressemblait vraiment. Et puis à 38 ans, j'ai eu mon fils et je suis devenu père. Et je crois que les hommes, on est soit des pères, soit des fils. Il y a des hommes qui, bien qu'ils ont des enfants, restent des fils. Et d'autres qui sont des pères. Et moi, j'étais un père. Vous voyez ? Là, on arrive rue Ordener. C'est pas loin de l'église. Voilà. On est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour vous ? Ben là, juste à droite, j'ai marché pour la première fois entre les arbres.
J'ai une photo et c'était le jour de mes 1 an. C'est intéressant ces photos quand on se revoit petit, en train de marcher par exemple. On peut toujours se dire, tiens, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a le champ des possibles, c'est quand même dingue ce genre de photos. Ah, mais tout est toujours possible, on est toujours à la croisée des chemins. Croyez-moi, quand vous regardez les birthday books, vous apercevez qu'il y a des gens qui réussissent très jeunes et puis après ça se passe mal. D'autres qui vont attendre très tard pour réussir. Il y a des gens qui se cherchent. Il y a des gens qui se trompent de voie. Il y a des gens qui ne font rien pendant un certain temps. Miles Davis, par exemple, pendant 6 ans, ne fait rien. Ça ne l'a pas empêché de révolutionner 3 ou 4 fois la musique. Vous voyez ? Mais pendant 6 ans, il ne fait rien. Moi, j'ai rien fait pendant 10 ans. Quand vous étiez jeune? Entre 19 et 29 ans, je fais rien. Est-ce que ça veut dire que vous faites vraiment rien ou il y a des choses qui mûrissent, qui agissent? J'ai lu, je me suis instruit, j'ai fait mes propres études, si vous voulez. Mais je ne faisais pas d'études et je ne travaillais pas. Ça a été 10 ans de vacances, au sens littéral. Au fond, pendant ces 10 ans, je me suis formé à tout ce qui m'intéresse et tout ce qui m'a permis de m'épanouir et de vivre ensuite. Qu'est-ce qui vous a épanoui à ce moment-là? Vous vous êtes dit, tiens, je me lance dans le journalisme comme ça? Non, non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre mon époque. Et c'est ce qui continue de m'intéresser d'ailleurs, comprendre mon époque. Toutes les émissions de télévision que j'ai faites, tous les articles que j'ai écrits, l'émission de radio que je continue d'animer sur Europe 1, c'est une façon de comprendre son époque. Alors depuis, en faisant les birthday books, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose, en fait, comme une espèce d'angle mort à tout ça, qui est l'âge. Quand on vous dit que Lee Harvey Oswald a assassiné le président Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, personne ne pense à vous dire quel âge avait Lee Harvey Oswald. Eh bien, il avait 24 ans. Et pourquoi c'est important? L'âge, c'est ce qu'on a de commun à tous. Vous voyez, le 22 novembre 1963, ça ne représente rien, à part pour les gens qui étaient à Dallas ce jour-là et pour tous ceux qui se souviennent que c'est la date de la mort du président Kennedy. Mais sinon, c'est une date comme une autre. Si en revanche, je vous dis que Kennedy avait 46 ans et que Lee Harvey Oswald en avait 24, ça parle à tout le monde. Vous voyez ? Ça rend concret en plus pour le coup. Et oui, c'est pour ça que je dis que c'est l'angle mort de l'histoire. On ne nous dit pas que Napoléon a pris le pouvoir à 30 ans. C'est pourtant très intéressant. Vous voyez, Napoléon devient général à 24 ans. À 25 ans, il est en prison. Il sort de prison, il n'a pas un sou, il écrit un roman. Il ne se doute pas qu'à 30 ans, il va être au pouvoir. C'est impossible de l'imaginer. Et pourtant, à 30 ans, il est au pouvoir. Et à 45 ans, il part pour Sainte-Hélène. Ça, c'est à l'échelle d'une vie d'homme. 24, 25, 30, 45. Et 30 À ans, 45 ans, c'est fini, Napoléon. et 30 ans, c'est jeune, pour commencer. 30 ans, c'est très jeune. 45 ans pour sortir de scène, c'est très jeune aussi. Mais c'est une allégorie. Il y a des gens qui ont réussi très très jeunes, et puis à 45 ans, qui ont été vraiment dans la mouise. Ça parle aussi à ces gens-là. Puisqu'on parle d'anniversaire, est-ce que vous avez le sentiment, vous, de vous... Ouais, je vais employer un mot qu'on entend souvent, de vous bonifier avec le temps? C'est difficile à dire. On se bonifie certainement sur certains côtés et pas sur d'autres. Moi, j'ai aucune nostalgie. Je ne veux pas en avoir. Donc, je ne peux pas considérer que les choses étaient mieux avant. Vous voyez ? Enfin, avec l'âge, je vais bien être obligé de m'y résoudre. C'est vous commencez quelque chose, vous espérez réussir, vous épanouir, enrichir les gens. Et c'est une aventure. Moi, j'ai commencé à faire de la télévision parce que c'était une aventure moderne. Et je voulais voir ce que ça faisait. J'ai été en touriste et finalement, j'y suis resté près de 30 ans. Est-ce que, Frédéric, vous pouvez prendre la tablette qui est à côté de vous? Alors, c'est un article 11, j'imagine, de la Constitution. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et donc ? Est-ce que ça vous inspire? Oh, c'est très inspirant.
Mais il ne faut pas prendre tout ça à la lettre. Ah, ça c'est intéressant. La dernière phrase dit tout, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il se trouve qu'en France, les cas déterminés par la loi sont assez nombreux. Donc la liberté d'expression est quand même assez, Limité. on va pas dire réduite, mais elle est un peu limitée. Vous ne pouvez pas diffamer quelqu'un, et heureusement. Vous ne pouvez pas injurier quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire l'apologie du racisme. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la drogue. Vous ne pouvez pas traiter les gens, les discriminer, les insulter parce qu'ils n'ont pas la même religion ou pas la même couleur de peau que vous. C'est très bien. Mais c'est un fait qu'à la différence des États-Unis, par exemple, il y a toutes sortes de choses que vous ne pouvez pas dire. Et nous sommes français, on trouve ça très bien. Je m'en plains pas du tout. Mais c'est cette liberté d'expression dont nous vantons constamment les mérites, nous l'appliquons avec parcimonie. Vous voyez, des gens ont défilé pour la liberté d'expression après les attentats contre Charlie Hebdo. Mais aucun d'entre eux ne voulait que la liberté d'expression totale règne sur ce pays. On n'est pas éduqué comme ça. Vous essayez de l'utiliser au maximum, cette liberté d'expression? Non, moi je suis comme les Français en fait. J'ai fait des émissions où j'ai invité des gens qu'on n'invitait pas forcément ailleurs, où j'ai fait des débats qu'on ne tenait pas ailleurs, mais toujours dans le respect de la loi. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais Alors rien eu. je pensais pas forcément au problème avec la loi, en effet, c'était pas forcément ça, mais en tout cas, il y a un moteur qui est d'entendre parler les uns et les autres, quelles que soient leurs convictions. Moi, ce qui m'a toujours semblé important, et notamment quand j'animais Ce soir ou jamais sur le service public, c'était qu'on puisse entendre à peu près toutes les familles d'esprit, toutes les visions du monde. Et surtout que ce soit un débat. Il ne s'agissait pas de donner des tribunes aux uns et aux autres, mais que ce soit un débat où on s'écoute. Claude Lanzmann, je vous vois, je suis ravi que vous soyez dans cette première émission. Claude Lanzmann, vous avez accepté parce que c'est en direct. C'est vrai, oui. Pourquoi est-ce que le direct c'est si important pour vous? Rien n'est pire que ce qu'on appelle le faux direct. Le faux direct, on fait n'importe quoi, on met le début à la fin, le milieu à l'envers, etc. Et tout est faux là-dedans. Si je dis à mon interlocuteur, monsieur, vous êtes un con ou un imbécile, en direct, il me casse la gueule. Bon, le faux direct, on aura un sourire formidable, cher ami, mais ça aurait été filmé 20 minutes après. C'est l'immoralité profonde de la vidéo. Où on entend pour la première fois, parfois, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je me souviens quand j'avais invité les économistes anti-euro, par exemple. Depuis, on a beaucoup critiqué l'euro, donc les économistes anti-euro, on les a entendus, mais moi, quand je les ai invités, c'était la première fois qu'on les entendait. On ne savait même pas qu'il y avait des économistes qui pensaient que l'euro, c'était une mauvaise affaire pour la France. Vous voyez, des choses comme ça. Oui, ça m'a toujours intéressé de faire entendre les contestataires. En général, on n'entend que l'establishment, mais il y a des contestataires. Qui aide à penser? Les contestataires sont très intéressants parce que ce sont eux qui changent le monde. C'est pas l'establishment qui change le monde, c'est normal. L'establishment, il s'y sent très bien dans le monde, tel qu'il est, puisqu'il a réussi. Mais vous avez des contestataires. Alors tous les contestataires ne réussissent pas à changer le monde. La plupart des contestataires, ça ne mène nulle part. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais ça ne mène nulle part. Et puis il y a des gens qui changent le monde et eux, c'est toujours des contestataires. Vous voyez, Danton, Mirabeau, Robespierre sont des contestataires. Même des révolutionnaires. C'est eux qui vont renverser l'establishment de l'époque. De Gaulle est un contestataire. C'est un contestataire en 1940, c'est encore un contestataire en 1958. Et puis en 68, c'est l'establishment. Et ce sont les contestataires qui font la révolution. Vous voyez, etc., etc. Mais c'est vrai pour les intellectuels, c'est vrai pour les artistes. Oui, parfois, les révolutionnaires deviennent conservateurs, Voilà. quelque part. Et tout ça, c'est amusant, parce que tout ça aussi, je le raconte dans les birthday books. Où vous voyez les gens au fur et à mesure de l'âge, et qui tout à coup ont l'air de devenir académiques.
Les impressionnistes, ce sont des contestataires lors de la première exposition impressionniste. Et ils vont le rester encore longtemps, parce que ça va mettre très très longtemps avant qu'on commence à acheter des impressionnistes. À ce moment-là, ils se font cracher dessus. Mais une fois qu'ils vont être installés, mais toutes les avant-gardes qui vont leur succéder, ce seront des avant-gardes contre les impressionnistes. Vous voyez, les fauvistes, les cubistes, les post-impressionnistes, tous contestent les impressionnistes. Et ça, on l'a oublié, que ces formidables contestataires qui étaient les impressionnistes sont devenus, à leur tour, ceux que les contestataires appelaient des pompiers. Est-ce qu'il y a des rencontres, vous, qui ont vraiment radicalement changé votre trajectoire dans ce que vous avez pu faire par la suite? Mais il se trouve qu'avec le métier que je fais, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens. Et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer les gens que j'avais envie de rencontrer, les gens que j'admirais. Donc tous, d'une certaine manière, ont eu de l'influence sur moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas fini. Vous voyez, je peux changer d'avis sur des tas de sujets, je peux découvrir des choses. Tous les jours, il y a des gens qui changent ma manière de vivre. Je dis souvent que je me suis débarrassé de mes opinions, ce qui est vrai. J'ai des convictions, j'ai des valeurs, comme tout le monde. Et j'y tiens beaucoup. Mais les opinions, vous voyez, sur l'euro, sur l'Europe, sur le gouvernement, je m'en suis complètement débarrassé. Je n'en ai plus aucune. Mais j'écoute beaucoup de gens, je lis beaucoup de choses. Donc ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se trame. Mais j'essaye d'éviter d'avoir des opinions, à savoir, est-ce qu'un tel a raison de faire ça ou est-ce qu'il a tort? Est-ce que ceci est bon pour le pays ou pas bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça ne me dérange pas de ne pas savoir. Parce que je ne suis pas fini. Depuis que vous avez commencé à travailler réellement, après ces années où vous avez un peu erré, comme vous me le racontiez, qu'est-ce qui a le plus changé en vous? Je dois être un des rares que la télévision, par exemple, n'a pas changé. Pour une raison simple, c'est que j'étais déjà très prétentieux avant. En tout cas, c'est ce que tous mes amis disent. Je plaisante parce que je crois que la télévision m'a rendu assez humble. Parce que? Parce que vous vous apercevez que vous êtes au service de quelque chose. Je ne me mets pas en avant à la télévision. Si, je l'ai fait dans Paris Dernière, mais c'était une émission où on ne me voyait pas, c'était en caméra subjective. Donc j'étais un personnage. Mais à partir du moment où on me voyait, que ce soit nulle part ailleurs, quand j'ai débuté, dans Ce soir ou jamais, que j'ai fait pendant 10 ans, dans Dardar, que j'ai fait pendant 16 ans sur France 2, je ne me mets pas en avant. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'est les invités, c'est le tableau que je montrais dans Dardar, etc. etc. Donc ça m'a plutôt appris l'humilité, la télévision. Ouais. Mais l'humilité rend libre. Pardon? L'humilité rend libre quelque part. L'humilité, la modestie, l'humilité, c'est pas plus mal quand on vous donne beaucoup d'importance, vous voyez. Avec la célébrité, on commence à vous donner de l'importance. À un moment, vous êtes célèbre à l'échelle de la France, les gens savent qui vous êtes, ils vous sourient, ils vous saluent. Voilà, ils vous aiment bien. Et puis ça s'arrête là. Évidemment, quand vous deveniez une célébrité planétaire comme Michael Jackson ou Leonardo DiCaprio, c'est très fatigant. Il n'y a pas un endroit au monde où vous pouvez vous cacher. Mais même Johnny Hallyday, j'en avais parlé avec lui quand je l'ai reçu dans Ce soir ou jamais. Je lui ai dit, au fond, il suffisait qu'il passe une frontière et il n'était plus personne. Et ça le soulageait beaucoup d'ailleurs, de plus être personne. Et alors j'avais demandé, qu'est-ce que vous faites quand vous passez une frontière? Enfin, on vous fout la paix. Et il m'avait dit qu'il allait dans les supermarchés. Parce que, vous vous rendez compte, Johnny Hallyday est devenu célèbre à 17 ans. C'est le moment où arrivent les supermarchés. Et en fait, il n'a jamais pu aller dans un supermarché en France. Vous voyez, ça aurait été l'émeute. Alors dès qu'il était à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, il allait dans les supermarchés. Ben voilà, on va arriver sur votre lieu de naissance. C'est quelque chose, ça, Frédéric. Alors là, c'est là que tout a commencé, vous voyez, vraiment. Et je n'y suis jamais retourné. Allons-y. Ben voilà, on y est cette fois. Voilà. En fait, c'est l'hôpital Lariboisière. Ouais.
Voilà le secret. Et ma mère m'a toujours dit que tu es né rue Ambroise Paré. Je n'avais jamais fait le rapprochement avec l'hôpital Henri-Boiseur. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Ça m'amuse de savoir que tout a commencé là. En fait, je pense à maman, parce que dans ma famille, maman le disait toujours, qu'elle n'était allée à l'hôpital que pour accoucher de ses enfants. D'ailleurs, le jour où elle a dû y retourner, elle a préféré mourir. Elle avait 90 ans. Mais elle n'est pas retournée entre-temps. Jamais. Et mon père, ça a été pareil. Mon père, jamais allé à l'hôpital jusqu'à 94 ans. Et 2 jours après, il était parti. Et donc j'espère qu'il m'arrivera la même chose. Voire éventuellement même ne pas aller à l'hôpital du tout. C'est même mieux. Ce ne serait pas plus mal. Mais bon, c'est toujours émouvant, surtout qu'il ressemble toujours à ce qu'il était. Et je me dis que j'ai dû sortir de là, dans un couffin, Passer par là. avec sûrement. ma mère et mon père. Vous entrez dans un hôpital sans tabac, vous voyez. Ah bah, à l'époque, on devait fumer, À l'époque, j'imagine. j'imagine qu'on devait fumer. Et parce qu'on est abreuvé d'images de films de l'époque où on voit presque le type qui accouche En train de fumer. en train de fumer, et où on voit les pères derrière les vitres, vous voyez, qui fument des cigarettes en attendant. Bah, vous qui aimez analyser les époques ou comprendre à l'époque dans laquelle vous vivez, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis. Il y a des tas de choses qui ont changé. D'ailleurs, quand mon fils est né, moi, je fumais pas derrière la vitre, j'étais dans la salle d'accouchement avec sa mère. Ouais. Ça aussi, ça avait changé. Vous voyez. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous retournez sur le chemin parcouru depuis que vous étiez enfant? Je pense que quand on est enfant, adolescent, on se fait une image de son avenir, comme une photo en fait. Et après, on va tout faire pour rentrer dans la photo. Et moi, je suis rentré dans la photo. À un moment, je suis vraiment rentré dans la photo que je m'étais constituée. Vous voyez? C'était quoi? C'est difficile à dire, comme ça, mais il y avait dans la photo un certain nombre de choses. Une femme, un enfant, une situation, comme on dit, etc. Et j'étais dans la photo. Et à la minute même où j'ai réalisé que j'étais dans la photo, une autre photo est arrivée, vous voyez. Et depuis, j'ai dû rentrer dans la photo une bonne dizaine de fois. Et là, en ce moment, il y a une photo. Voilà. Et je ne sais pas si je vais parvenir à y rentrer. C'est ça une vie, au fond. Bah merci, c'était un plaisir. Mais moi aussi. Merci de nous avoir emmenés ici sur le lieu de votre naissance, au sens propre. Là, pour Oui, le coup. oui. Un Ça plaisir. m'a fait plaisir de venir là.